Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, la Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC est sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Après que les puissances mondiales se sont mises d'accord pour cesser les hostilités en Syrie, l'attention se portera particulièrement sur le rôle de la Syrie dans ce processus. Moscou a été critiqué par l'Occident pour ses frappes aériennes en Syrie en appui du gouvernement de Bachar el-Assad. Mais le Kremlin insiste que son influence est positive. La Russie est prête à jouer un rôle actif dans le plan de paix en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, semblait optimiste à propos des plans pour travailler de concert avec les partenaires internationaux dans la coopération militaire et pour livrer de l'aide au peuple syrien. À présent, avec cet accord, le groupe de travail va déterminer les zones prises par Daesh et Al-Nusra. Nous avons fait un pas très important dans cette direction. J'aimerais aussi souligner que pour la première fois dans notre travail, le document que nous avons adopté aujourd'hui stipule le besoin de coopérer non seulement sur les problèmes politiques et humanitaires, mais aussi sur le plan militaire. Le gouvernement russe a été constant en disant qu'il appuie une solution pacifique en Syrie. Cependant, son support aux forces du gouvernement de Bachar el-Assad n'a fait que s'intensifier. Sergueï Lavrov appelle à ce que les pourparlers de paix de Genève reprennent. Mais l'opposition syrienne dit que ce sont ces mêmes frappes aériennes russes qui ont contribué à leur décision de se retirer des négociations au début du mois. L'ancienne première ministre thaïlandaise Ingluk Shinawatra a parlé du paysage politique de son pays 2 ans après que son gouvernement ait été renversé dans un coup d'état militaire. Bien que des dispositions judiciaires la forcent à mesurer ses propos, elle est notamment revenue sur ses batailles juridiques et sur les retards dans la tenue d'élections démocratiques. Elle est plus habituée à faire visiter son pays à des chefs d'État, mais cette fois, ce sont les membres de la presse internationale qui ont accès à son jardin. Voilà presque 2 ans depuis que Yingluck Shinawatra n'est plus première ministre de Thaïlande dans la foulée d'un coup d'État militaire. Depuis, elle s'est montrée très discrète. Émettre des critiques politiques est illégal sous le règne des nouveaux dirigeants militaires de la Thaïlande. Mais la vie de Mme Shinawatra est loin d'être calme. Un plan de subvention du riz implanté par son gouvernement permettait aux agriculteurs de vendre leurs récoltes 50% au-dessus des prix du marché. Cette mesure les a sortis de la pauvreté, mais a laissé des quantités énormes de riz qui n'ont pas été vendues. C'est pour cette raison qu'elle a été bannie de la vie politique dans le pays. Elle fait maintenant face à des poursuites pour négligence et risque une peine de prison de 10 ans. Elle pourrait aussi devoir payer 7 milliards de dollars américains de sa propre poche. Nous savons ce que nous avons fait, alors nous allons tenter de le prouver autant au tribunal qu'à la population. J'espère que les gens vont comprendre. Je ne sais pas combien d'entre eux vont comprendre, mais je vais faire de mon mieux. L'armée a pris le contrôle du pays en 2014, après des mois de manifestations meurtrières qui étaient organisées par les opposants de Mme Shinawatra. Des élections anticipées ont été promises, mais ont été reportées à plusieurs reprises parce que les militaires continuent de répéter que le pays n'est pas suffisamment stable pour un retour à la démocratie. Partout dans le monde, il y a des élections pour amener des gouvernements normaux. Si nous pouvons faire cela rapidement, organiser des élections rapidement, je pense que la croissance économique va reprendre plus vite. Alors c'est ce que je pense.
Une nouvelle constitution a été rédigée pour amorcer une réforme politique et enrayer la corruption. Tandis que les électeurs ruraux qui ont profité des subventions de Mme Shinawatra soutiennent toujours son parti, ses adversaires, qui sont principalement des citoyens des villes, veulent voir un nouveau système électoral. Ils maintiennent que cela diminuerait le pouvoir des partis politiques et permettrait l'intervention d'organismes non élus, y compris l'armée. Vous devez vivre avec cette constitution et vous assurer qu'elle cadre avec la Thaïlande. Il faut que ce soit acceptable, parce que je pense que la constitution doit être centrée sur le peuple. Mme Shinawatra croit que les demandes pour qu'elle rembourse personnellement les pertes liées au programme de subvention du riz ne sont pas raisonnables. Elle rappelle que c'était une mesure gouvernementale et n'a pas sa responsabilité personnelle. Plusieurs croient qu'elle va s'enfuir de Thaïlande un jour plutôt que de risquer de se retrouver en prison. Mais pour le moment, elle insiste. Elle restera et va se battre. Une interview comme celle-ci pourrait bien être le premier pas dans cette longue bataille. Nouvelle déroute d'une bourse asiatique vendredi après une chute de près de 5% à Tokyo pour ce qui fut l'une des semaines les plus pénibles chez les investisseurs internationaux. Le principal indice nippon a lourdement chuté au milieu d'un yen fort et de participations bancaires soumises à diverses pressions. Pour les analystes, la situation pourrait d'abord s'aggraver avant de s'améliorer. Pour la première fois en près d'un an et demi, le Nikkei est passé sous la barre des 15 000 points, fermant vendredi en baisse de 4,8%. Les échanges ont repris vendredi après une journée de suspension, mais un yen japonais toujours fort a attiré les exportateurs car la devise robuste renforce la rentabilité. Le yen n'a pas fait de pause, demeurant à des niveaux élevés de 114 et 115 mercredi et pointant à plus de 110. Il s'agit là de niveaux jamais vus en un an et demi. Toyota a perdu 6,5%, Sony 4,5%, Shiseido 4,9%, créant quelques difficultés dans une large variété d'exportateurs. Et les malheurs des exportateurs ont mené à des ventes de participations bancaires alors que le marché estime que la Banque centrale va poursuivre avec des taux d'intérêt négatifs pour renforcer l'économie et par la suite presser les poches des prêteurs japonais. Tokyo a tenté de calmer le marché déclarant que les investisseurs plaçaient trop d'attention sur le marché boursier et non pas sur les fondamentaux de l'économie. Dans le monde entier et en vue de réduire le risque, il est en effet possible de voir un changement dans les marchés de notre pays. Mais en regardant l'économie actuelle, les gains des entreprises font partie des meilleurs jamais obtenus et l'économie japonaise est stable. Mais l'intervention verbale n'est pas parvenue à influencer les investisseurs. Le Nikkei a terminé la semaine en baisse de 10%, la plus importante baisse hebdomadaire depuis la crise financière de 2008. Ce sentiment morose semble dominer les échanges mondiaux après que la directrice de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen a émis des doutes sur l'économie américaine. Certains analystes déclarent que cette tendance à la vente pourrait être temporaire, tandis que d'autres ne voient pas de solution à court terme à l'heure actuelle. Pour l'ensemble des bourses japonaises, beaucoup indiquent que des taux d'intérêt élevés donneront une impulsion au dollar et un yen plus faible permettra de pousser les exportations japonaises. Désormais, nous sommes dans une situation où l'inaction de la Réserve fédérale sème le doute sur la reprise économique américaine, ce qui a favorisé un yen fort. Tokyo s'est engagé à surveiller étroitement le marché des devises et à prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer la situation. Les leaders du secteur pétrolier se sont réunis à Londres à l'occasion de la Semaine internationale du pétrole. En tête de l'agenda figurent les surplus et la chute des prix. Les leaders mondiaux du secteur pétrolier se sont réunis dans la capitale britannique afin de discuter de la passe difficile que connaît ce secteur actuellement. Les jours glorieux de l'or noir semblent très loin derrière. Je pense que le vrai défi que nous avons à faire face en ce moment est que les prix du pétrole sont descendus au niveau où ils étaient en 2004, mais que les coûts d'exploitation ne sont pas revenus à leur niveau d'avant. Cela rend les investissements d'aujourd'hui très difficiles. Il est compliqué d'être rentable dans le climat actuel. Dans une période de prix désastreusement bas, la compagnie française Total s'en est un peu mieux sortie que certains de ses pairs. Mais avec les incertitudes qui frappent le secteur pétrolier et les marchés boursiers, la compagnie fait le dos rond.
Nous parlons des prix d'aujourd'hui, de ce que nous faisons bien et des choses que nous pouvons contrôler. Donc nous pouvons gérer nos coûts, la livraison de nos projets, nos employés et les aspects liés à la sécurité. Ce sont des éléments clés pour nous et nous devons nous concentrer sérieusement sur ceci. Des compagnies telles que Total ressortiront plus fortes d'une période telle que cela. Mais les dangers demeurent pour le secteur si les prix restent trop bas sur une longue durée. Cela risque d'avoir pour conséquence de dissuader les investissements, ce qui pourrait nous amener à une crise du ravitaillement dans le futur. Mais encore une fois, cela est très difficile à prévoir. Ce que nous devons faire, c'est faire le dos rond et nous adapter à la réalité actuelle. Nous étions probablement à un niveau trop élevé il y a quelques années à $100 le baril. Nous devons revenir à plus d'efficacité dans notre secteur, réduire nos coûts et continuer à investir pour le long terme. Ces mesures d'efficacité entraîneront bien évidemment des décisions douloureuses dans le court terme, avec peu de visibilité concernant un changement de situation dans ce qui fut autrefois un secteur hautement profitable. La 22e conférence ou Indaba en zoulou annuelle sur l'investissement dans le secteur minier africain s'est achevée jeudi en Afrique du Sud. Et malgré la présence de 6000 délégués à l'événement au Cap, la participation était légèrement en retrait cette année, alors que les compagnies minières mondiales se démènent pour s'adapter à la chute massive des prix des matières premières. Et malgré la morosité, l'événement est toujours un tremplin clé pour les investissements en Afrique. L'Afrique est le site de certaines des plus grandes réserves minérales du monde. Nombre de ces ressources n'ont toujours pas été exploitées, ce qui fait du continent un site d'exploration attrayant. Nous avons fait une nouvelle découverte dans la partie nord de l'Afrique du Sud qui est très grande. Elle représente 38 millions d'onces et c'est quelque chose que nous avons découvert grâce à des principes scientifiques en partenariat avec la compagnie japonaise d'État JOGMEC. Les compagnies minières investissent lourdement dans les nouvelles technologies et la mécanisation afin de garantir de meilleurs standards de sécurité. Les méthodes minières nouvelles et avancées ont amené à une meilleure production dans certains pays. Le deuxième gisement de diamants le plus important au monde a récemment été découvert dans la mine de Karowe au Botswana. Il y a eu un intérêt énorme et je pense que ce n'est pas seulement à cause de la taille du gisement et de ce qu'il pourrait potentiellement rapporter. Cela a beaucoup à voir avec la signification historique de ce que cela représente, non seulement pour le Botswana, mais aussi pour le secteur du diamant. L'Inde, le pays des BRICS à la croissance la plus rapide, devrait être à la tête du rétablissement des prix des matières premières. C'est aussi le plus grand consommateur mondial d'or. L'Inde se tourne maintenant vers l'Afrique pour satisfaire son appétit insatiable de métaux précieux. Notre industrie de base, nos hommes d'affaires et les investisseurs veulent investir dans le secteur minier des pays africains. Mais investir en Afrique peut être un défi. De mauvaises infrastructures, des coupures de courant, la distribution des terres et le travail non qualifié font de la mine un exercice onéreux. Mais les pays africains pensent que les compagnies minières, outre leur activité, ont un rôle à jouer dans l'élévation des conditions socio-économiques sur place. Nous représentons une grande partie de l'économie malienne. Nous sommes le plus grand investisseur en Côte d'Ivoire et nous sommes le deuxième plus important en RDC. Et notre philosophie est complètement alignée avec la direction et les communautés, avec la société civile. Malgré la baisse du prix des matières premières, les investisseurs sont toujours fervents de la mine et veulent rester investir en Afrique. Nombre d'entre eux disent être là pour le long terme. Cela pourrait demander une année de plus avant que les prix des matières premières ne remontent, mais elles disent qu'elles seront en bonne position lorsque cela arrivera. Au Brésil, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika, lancé par le gouvernement dans tout le pays. Le gouvernement estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés.
Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. Et en passant plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Aïssa. Bonjour Yves. Et bien que nous réserve s'il vous plaît cette deuxième partie d'émission. On va débuter par les derniers développements suite aux émeutes de Hong Kong. La Chine a répondu au dernier rapport semestriel du gouvernement britannique au Parlement au sujet de Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Rong Lei, a déclaré que le gouvernement britannique avait interféré dans les affaires de Hong Kong et avait émis des accusations sans fondement à l'encontre de la Chine. Le porte-parole a ajouté que la Chine était grandement mécontente et fermement opposée au contenu de ce rapport. Il a rappelé que Hong Kong était une région administrative spéciale de la Chine, ajoutant que les affaires de Hong Kong étaient des affaires internes chinoises dans lesquelles aucun pays étranger n'avait le droit d'interférer. Rong Lei a ajouté que la soi-disant responsabilité que les Britanniques affirment avoir pour Hong Kong n'existait pas. Il a également demandé à la Grande-Bretagne de mesurer ses actes et paroles et d'arrêter d'interférer dans les affaires hongkongaises. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans les violences qui ont lieu dans la nuit de lundi à Mong Kok. Le prévenu sera jugé samedi. Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à une émeute. 40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mong Kok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Ski-Yuen, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mong Kok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mong Kok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public.
Le nombre de victimes du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est passé à 96. Les équipes de secours ont accéléré leur utilisation de machinerie lourde pour retrouver les corps dans les décombres d'un immeuble de 16 étages qui s'est effondré. Malgré une forte pluie, les proches des victimes se sont réunis lors d'une cérémonie bouddhiste pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans cette terrible tragédie. Des jeunes et des moins jeunes. Les visages de ceux qui ont péri dans le tremblement de terre de samedi dernier. Sur les tables, des offrandes pour les êtres chers qui sont disparus. Seulement 2 personnes ont survécu dans l'effondrement du complexe immobilier Golden Dragon. Ils devaient dormir profondément lorsque le séisme s'est produit. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas souffert avant de mourir. Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-jeou, a rencontré les familles des victimes pour leur transmettre ses condoléances, pendant que celle qui va lui succéder, Tsai Ing-wen, a prié à leur côté. Certaines des personnes venues se recueillir sont des survivants de la tragédie. Cette femme a été retirée des décombres avec ses 2 enfants, mais son mari n'a pas eu cette chance. Sur le site de la tragédie, les travaux se sont accélérés vendredi. Des grandes quantités de débris ont été retirés, ce qui a permis la découverte de plusieurs corps. Plusieurs corps se trouvaient ensevelis à l'endroit auquel nous avons eu accès aujourd'hui. Dans les jours précédents, nous n'étions pas capables d'y arriver parce que la structure s'est effondrée juste au-dessus de cette zone. Le nombre de morts confirmés a grimpé de façon dramatique vendredi, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui manquent à l'appel. L'espoir de retrouver des survivants a donc considérablement diminué. Ce triste constat pourrait bien obliger les autorités à annoncer samedi un nouveau bilan qui devrait porter le nombre de victimes de cette horrible catastrophe à près de 120 morts. Et ainsi s'achève ce deuxième volet. Retour au plateau avec notre présentateur pour la fin de cette édition. C'est à vous. Eh bien, merci Ressa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.